Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Je suis Julien Calamotte, investisseur passionné et auteur du livre à succès S'enrichir grâce à l'immobilier. J'avais envie de partager ma façon d'investir, forcément, mais également de découvrir avec vous de nouvelles façons de faire fructifier notre argent. C'est pourquoi j'ai créé ce podcast pour y recevoir des invités qui nous partagent leur savoir et leurs expériences en toute simplicité. J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous, je suis très content de vous recevoir aujourd'hui, qu'Arnaud me reçoive aujourd'hui dans ses locaux à Paris. Arnaud Dubois, je vais le laisser se présenter, mais c'est une personne que j'ai connue grâce à Mathieu Stéphanie en écoutant un des épisodes de son podcast La Martingale, que évidemment je vous recommande puisque ça fait partie des meilleurs podcasts sur les sujets d'investissement à ne pas rater. J'ai connu Arnaud et je sais pas, j'ai eu une espèce de feeling auditif et je me suis dit ce gars a l'air assez chouette et il m'a convaincu qu'investir dans l'art ça serait une bonne idée. Et pourtant j'y connaissais strictement rien et j'y connais d'ailleurs pas beaucoup plus aujourd'hui, mais en tout cas, je me suis passionné à mon niveau pour le monde de l'art grâce à Arnaud. Et donc, je l'ai contacté. Et c'est comme ça que je l'ai rencontré. On pourra rentrer dans le détail peut-être de l'accompagnement dont j'ai bénéficié grâce à Arnaud. Mais je vais le laisser se présenter et on va creuser un petit peu le sujet de l'art tous ensemble aujourd'hui. Bonjour Julien Calamotte. Salut Arnaud. Je suis ravi de ton invitation. Merci beaucoup. Ça me fait très plaisir que tu aies pris le temps de venir juste ici, dans nos locaux rue de Progny à Paris. Alors mon métier, donc je suis directeur d'une société qui s'appelle Arnaud Dubois Associates. Notre activité consiste à conseiller des clients dans l'achat, la vente et la gestion de leur patrimoine artistique. On a une partie de notre clientèle qui sont des investisseurs, d'autres qui sont des collectionneurs. La bonne nouvelle sur ce marché, c'est qu'on peut conjuguer placement et passion. On peut acheter des objets qui ont du sens, vivre avec, et on peut aussi s'en séparer avec des bonnes nouvelles. Merci, c'est une présentation pas très exhaustive parce que je sais que tu fais aussi beaucoup d'autres choses quand même dans tout ce domaine-là et assez modeste. Est-ce que tu peux aujourd'hui nous parler un petit peu du marché de l'art du coup pour que chaque personne se rendre un petit peu compte de ce que ça peut représenter en termes de volume, de scope? Avec plaisir. Aussi. Alors, si tu veux revenir rapidement sur notre activité, dans notre activité de conseil, on va gérer en qualité de gestionnaire de patrimoine l'intégralité des rouages, des différents écrous qui vont motiver les transactions. Ça va de l'authenticité, de l'expertise, de l'encadrement, de la valorisation, du transport, tout ce genre de choses, des assurances, etc. On peut même faire des prêts, créer des montages financiers, etc., qui sont liés aux œuvres d'art. Peut-être notre particularité, c'est vrai que j'aurais peut-être dû commencer par ça, parce que c'est assez fondamental, c'est d'abord notre capacité à savoir valoriser une œuvre d'art, qui me semble être le nerf de la guerre, mais comme dans beaucoup d'investissements finalement, la première des choses à savoir faire, c'est valoriser. Donc avant d'acheter une œuvre, d'abord on cherche à savoir ce qu'elle vaut artistiquement et ce qu'elle vaut financièrement. Ensuite, pour arriver sur les chiffres de ce marché, il faut savoir que le marché de l'art, c'est un marché qui est extrêmement protéiforme. Pour reprendre l'expression de Raymond Moulin, qui est une sociologue très connue du marché de l'art, il existe plusieurs marchés. Je vais vous en donner quelques-uns. Il y a un marché de l'art classique. Marché de l'art classique au sens de classé est un marché où on pourra rencontrer autant un artiste comme Jeff Koons ou Pablo Picasso, dans le sens où les deux sont intégrés dans l'histoire de l'art et où les prix sont stratosphériques. Néanmoins, le marché de l'art est un marché qui pèse 70 milliards de dollars de transactions annuelles. C'est un marché qui est essentiellement américain puisque 45% des transactions se font sur le sol américain. Le marché chinois compte à peu près 20% du marché de l'art mondial, comme le marché britannique, et le reste est partagé avec les autres pays du monde. On a la France là-dedans ? Alors, la France, dans le marché européen, représente 20% du marché de l'art mondial. Pardon, dans le marché représente 20% du marché, dans le marché de l'art mondial représente à peu près 6%.
entre 6 et 8% du marché de l'art mondial. Ça a toujours été comme ça ? Alors tristement, ça n'a pas été comme ça. C'était un marché qui pesait plus de 60% du marché de l'art dans les années 60. Il se trouve que pendant quasiment 3 siècles, le marché de l'art français, les artistes étaient français, la France dominait le monde. Passé les années 50, on a vu une domination, une délocalisation vers les États-Unis. Donc les artistes ont été américains, les collectionneurs ont été américains, les galeristes ont été américains. Et donc naturellement, on a vu un marché se délocaliser vers New York, essentiellement, et vers les États-Unis en règle générale. Le marché britannique, qui pèse à peu près 20% du marché de l'art mondial, est à nuancer. Je ne sais pas si ça intéresse nos auditeurs, mais il y a quelque chose qui je pense, est pertinent à dire. Pour vous donner une idée, ça représente à peu près 66% du marché de l'art européen. C'est à nuancer, pourquoi ? Parce que Londres est une plage de marché, en réalité. Les Anglais ont des goûts qui sont très classiques et c'est plutôt un petit peu comme la City. Finalement, les entreprises ne sont pas à la City, mais c'est là où on vient trader les stocks des entreprises. Et bien là, c'est un petit peu la même chose. C'est une porte d'entrée des artistes américains vers l'Europe et une porte de sortie des artistes européens et des artistes européens vers les États-Unis et vers l'Asie. Donc ça finalement, les œuvres qui rentrent par le Royaume-Uni, il y a une grande partie qui ne reste pas au Royaume-Uni. Qui ne reste pas, qui sont redistribuées dans d'autres pays d'Europe, principalement. Ouais. Donc du coup, c'est un chiffre qui a nuancé, d'autant plus que Sotheby's et Christie's appartiennent respectivement à Patrick Drahi, qui l'a complètement racheté, et à François Pinault, via sa filiale Artemis, la déesse de la chasse, qui chasse les belles entreprises du luxe. Et donc nous avons 2 grands magnats français qui sont propriétaires des 2 plus grandes sociétés de vente aux enchères internationales artistiques, d'art. Et donc assez naturellement, ils viennent recentrer les pôles à Paris. Ok. Toujours pour vous donner quelques chiffres dans ce marché, pour le comprendre. Mais pourquoi est-ce qu'on fait ça ? D'abord, on fait ça parce que ça nous permet de nous positionner sur les artistes finalement. Si on connaît notre classe d'actifs, si on connaît notre marché, ça nous permettra de comprendre vers quels artistes on souhaite se diriger. Donc on a dit qu'une œuvre sur 2 était tapée aux États-Unis, était vendue aux États-Unis. Et je vais vous donner un autre chiffre, c'est qu'une œuvre sur 2 dans ce marché, donc sur 70 milliards de transactions, est réalisée ou a été réalisée après 1945. Ce qui à l'échelle de l'histoire est c'est énorme. Tout petit. Alors c'est tout petit pour c'est moins de 70 ans effectivement c'est à peu près 70 ans de création artistique, mais c'est énorme en termes de... C'est une œuvre sur 2. Une œuvre sur 2 a été réalisée après 1945, ce qui veut dire qu'il y a une quantité de pièces disponibles sur le marché qui est énorme, et du coup on a un marché qui est aussi dynamique sur cette période-là. Mais c'est là que ça devient aussi difficile d'y voir plus clair et de faire le tri dans tout ça, parce que la volumétrie étant grandissante, j'imagine que c'est assez difficile d'identifier... Qu'est-ce qui peut être un bon investissement là-dedans ? Qu'est-ce qui ne l'est pas ? En tout cas, pour le volet investissement de l'art. Oui, alors tu as raison, et c'est là que notre activité, on est là pour ça, pour donner un petit peu de clarté et visibilité sur ce marché. Toujours dans la segmentation de marché, vous avez à peu près 30% du marché qui est réalisé sur des artistes dits modernes. Donc la modernité, c'est 1905-1945. Et les impressionnistes et modernes représentent 15% du marché. Ce qui fait qu'on arrive entre 1870 à nos jours à 94% du marché de l'art mondial. Tu as des exemples d'artistes connus du grand public dans ces tranches de... Ah bah oui, ça va être Monet chez les impressionnistes, ça va être Calder chez les modernes, Picasso par exemple, et puis ça va arriver ensuite, on va continuer de Pollock jusqu'à Jeff Koons. Donc oui, tout ça c'est des artistes qui vont résonner... ou Pierre Soulages, par exemple, pour nous en France, qui vont résonner chez les gens. La Véronée. Exactement. Et la première conclusion qu'on peut en tirer, c'est qu'il y a très peu de salut d'investissement sur de l'art ancien. C'est terrible, mais l'art ancien représente moins de 6% du marché de l'art mondial. Donc l'art ancien, pour revenir sur le timing, c'est avant 1870. Avant 1870, et ça va inclure jusqu'à la période antique.
Donc Ouais, c'est c'est plusieurs milliards d'années d'histoire, et ça représente très peu de choses en valeur, en volume. Donc si aujourd'hui je veux investir dans l'art, clairement, Plutôt un artiste américain, plutôt après les années 50, où c'est là qu'on va retrouver le marché le plus dynamique. Alors je voudrais dire quelque chose, toujours pour vous donner quelques chiffres, mais c'est pour poser le marché sans être trop laborieux, mais comprendre aussi notre classe d'actifs. C'est que c'est pas un actif qui est limité à un nombre de personnes qui seraient des nantis. C'est pas vrai. 78% des œuvres sur ce marché s'échangent à moins de 1000 $. ce qui est très faible par rapport à l'idée qu'on peut se faire de l'investissement dans l'art. C'est très faible et beaucoup d'œuvres disponibles. 50 000 $, c'est 93% du marché. Moins de 50 000, Moins de 50 000 entre $. 1000 et 50 000 $. Entre 0 et 50 000 $, c'est 93% du marché. Ce qui fait qu'en fait, on se retrouve sur un marché qui est beaucoup plus démocratique qu'on ne peut le croire. Alors ces propos sont un petit peu à nuancer parce que 93% du marché en volume, ça représente à peu près 10% du marché en valeur. Et c'est là que ça devient un petit peu compliqué pour nous parce que si vous envisagez les œuvres d'art comme un investissement, c'est-à-dire à l'aune de la sécurité qu'elles vous apportent, de sa liquidité ou son degré de performance, donc on comprend que acheter un artiste plutôt américain, plutôt de la seconde moitié du XXe siècle, ça peut être pertinent, mais si on l'achète sur un marché trop concurrentiel, difficile de faire une bonne affaire. Et ça, parenthèse, mais tu penses que ça peut durer, cette valorisation aujourd'hui plus d'un artiste de la deuxième partie du XXe siècle américain? Alors, Ou c'est des cycles? Non, ça va durer. Ça va durer parce que c'est la première puissance mondiale et parce que c'est toujours les premières puissances mondiales qui créent les plus grands artistes, les plus grands collectionneurs et les plus grands galeristes. Il y a une espèce de domination culturelle qui est incontestable et incontestée. Et d'ailleurs, la France, malheureusement, a produit un nombre d'artistes, qui évoluent sur une échelle internationale de manière très restreinte depuis ces 50 dernières années. On a Buren, on a Bernard Venet, on a Soulage, on a quelques artistes qui sont décédés comme Dubuffet ou comme Yves Klein, mais ça va être les seuls. On a Martial Reis, et puis après, on n'a pas un artiste dont les résultats de vente dépassent le $1 000 000. Okay. Ça n'existe pas. Et le record du monde doit être, pour un artiste vivant, doit être quasiment 20 millions de $ pour Soulage. Mais on passe de 10 à 20, si vous voulez, c'est un résultat. Vous prenez un tableau de Franz Klein, ça vaut 50 millions, un tableau de Pollock, ça vaut 200 millions. Est-ce que le décès d'un artiste peut faire évoluer sa cote sur le marché? Il peut faire évoluer sa cote dans la mesure où l'histoire de l'art va rappeler à travers des expositions que cet artiste a compté, qu'il a été important et qu'il a occupé une place majeure au sein de l'histoire de l'art. Donc on va le mettre en lumière à travers des expositions. Ce n'est pas parce qu'on a une exposition Villeglé ou d'Armand au Centre Pompidou que le marché de Armand ou Villeglé va changer. Pourquoi ? Parce que ça va être relativement français. Vous prenez une exposition, vous prenez un artiste international qui vient de décéder, oui, effectivement, je veux dire plus international que ces artistes-là, qui ont marché essentiellement français, oui, ça pourra avoir une résonance parce que l'artiste aura des rétrospectives, non pas qu'au Centre Pompidou, mais au MoMA, mais à la Tate, etc., dans plein de musées dans le monde. Et finalement, la rareté du nombre d'œuvres, parce que finalement, ce qui acte aussi la rareté, c'est le décès de l'artiste, puisqu'on sait qu'il ne sera plus en mesure de produire d'œuvres. Est-ce que ça a un impact ou pas du tout? Est-ce qu'on a des artistes qui sont très valorisés et qui ont fait des dizaines de milliers d'œuvres ou des Alors, Picasso a fait 70 000 œuvres. Warhol a fait 70 000 œuvres. Donc, la notion de rareté, en fait, c'est pas tellement la rareté qui fait le marché, c'est plutôt son storytelling. C'est le storytelling de la rareté qui peut participer à ça. Donc c'est du marketing. C'est un petit peu de marketing, effectivement, mais c'est pas parce qu'un artiste est rare qu'il va être plus cher. Je vous donne un autre exemple assez criant. Vous prenez les artistes anciens, il y a très peu de pièces sur le marché, mais le marché est relativement faible parce qu'il n'est pas dynamique. Mais par contre, vous voyez beaucoup d'œuvres de Picasso et de Warhol qui passent en vente, et donc vous avez un marché qui va être beaucoup plus dynamique et attrayant, etc. C'est vrai qu'un artiste qui est décédé voit son offre complètement clôturée.
Qu'est-ce qui se passe dans un marché lorsqu'on a une offre clôturée? Eh bien, dans un marché où les gens sont de plus en plus riches, où la demande va de plus en plus importante, on va se retrouver avec un effet ciseau et une augmentation mécanique des prix vers le haut avec plus de demandes et moins d'offres. Assez naturellement, il y a une inflation importante en tout cas régulière, de ces artistes-là. Je vais nuancer ces propos en vous disant que les artistes que nous, on va travailler essentiellement sur les œuvres de ces artistes qui nous intéressent, sont des artistes qui sont, pour l'unanimité d'entre eux, intégrés dans l'histoire de l'art. Je vais prendre l'exemple de Daniel Buren. Daniel Buren est un artiste fantastique qui a été pionnier d'une peinture radicale, conceptuelle à la fin des années 60, pardon. Il se trouve que sa période la plus importante, on va dire, est ce moment entre 68 et 70, un moment proche d'un mouvement qu'on appelle BMPT. Après, je ne vous dis pas qu'il n'a pas fait des choses bien, il a fait des choses... C'est Buren, Mossé, Parmentier, Toroni, qui sont un ensemble de 4 artistes qui se sont regroupés pour faire une sorte de groupe. C'en n'était pas vraiment un, mais le public le considère que c'en était un. Et donc, si vous voulez acheter une œuvre de Buren... importante, celle qui va être dans les musées, celle qui va être la plus valorisée, à la fois par l'histoire de l'art et par le marché, eh bien, ça sera une œuvre de cette période. Mais bien que Buren soit encore vivant, et je lui souhaite de vivre le plus longtemps possible, il se trouve que cette période, elle est clôturée depuis longtemps. Donc, si vous voulez, c'est pas le décès de Daniel Buren, ce dont je ne lui souhaite absolument pas, qui va venir changer l'importance de cette période dans l'histoire de l'art. C'est une tranche de vie, de son approche à ce moment-là, de sa situation personnelle, de l'histoire, comme tu dis. De l'histoire, exactement. Ouais. On prend Pierre Soulages, c'est un artiste fondateur de l'art abstrait dans les années 40. De 40 à 60, les œuvres sont déjà produites, si vous voulez. L'offre, elle est déjà clôturée. Donc pour les collectionneurs d'art abstrait expressionniste des années 40-50, l'offre elle est clôturée et c'est fini. Voilà. Donc c'est pas une redécouverte. C'est pas l'artiste qui va créer une redécouverte après c'est pas le marché qui va s'intéresser plus que ça à son décès. Même pour être, d'être un peu cynique, mais Pierre Soulages a 102 ou 103 ans, évidemment que le marché a déjà pricé son décès. Ouais, okay. Bon, c'est pas une nouveauté qu'à 103 ans, l'arrivée du métro dans un quartier pour l'immobilier. Ouais, ça c'est déjà. Ok. Donc, si je résume, on a le marché tracté par l'artiste américain, grosso modo, de la deuxième partie du XXe siècle, mais aussi par des artistes qui ne sont pas du tout américains, on est d'accord, sur les grosses valeurs, principalement, et c'est là où je t'avais coupé tout à l'heure. Donc, on a d'un côté un marché à volume et d'un côté un marché à valeur. Alors, marché à valeur, il va se retrouver beaucoup sur les artistes modernes, c'est-à-dire entre 1905 et 1945. Ça va être Calder, Picasso. Vous imaginez le volume d'échange d'artistes de ces artistes-là. Ça coûte quoi un tableau de Picasso aujourd'hui en moyenne ? Vous pouvez trouver des jolis petits papiers à 200-300 000 euros et ensuite, vous pouvez monter jusqu'à 150 millions. Ouais. Œuvre exceptionnelle, prix exceptionnel. Et la taille de l'œuvre fait le prix aussi ? Alors la taille de l'œuvre ne fait pas toujours le prix. Évidemment qu'une œuvre... Alors globalement, c'est vrai, mais c'est un peu des aberrations de marché, c'est qu'une œuvre sur toile va être davantage valorisée qu'une œuvre sur papier. Voilà. À qualité similaire, on va plutôt préférer une œuvre sur toile. Ce qui est parfois aberrant parce qu'on va se retrouver avec des œuvres sur toile qui vont faire des prix souvent plus élevés que des très beaux papiers. Des papiers qui vont être plus importants. C'est quoi la différence réelle entre une toile et un papier en termes de rendu ? Souvent, le papier crée quelque chose d'un peu plus précis. On va avoir une proximité que les collectionneurs vont entretenir avec le papier qu'ils vont pas avoir avec la toile. En d'autres termes, on va regarder la toile d'un peu plus loin et le papier d'un petit peu plus près. Il y a quelque chose d'un peu plus intime avec le papier, souvent. Le papier invite le dessin, la toile invite à la peinture, pour faire simple. Est-ce que tu as d'autres indications comme ça sur le marché qui sont intéressantes à connaître ? Oui, tout à fait. En fait, la vraie question, il me semble, c'est comment se forme la valeur dans ce marché. Parce que je comprends que ça puisse dérouter, dire ok, mais on dit ça, mais il y a plein d'artistes américains et plein d'artistes après 1945, mais pourtant je ne sais toujours pas combien ça vaut.
En fait, la valeur, et c'est là que c'est un marché qui est relativement complexe, c'est que la valeur, elle est artistico-financière. Elle se crée au carrefour des institutions culturelles et au carrefour des institutions financières. Les institutions culturelles vont donner une valeur artistique et les institutions financières vont établir un prix. Les institutions culturelles sont composées des musées, ça va être les conservateurs, les critiques d'art, qui vont considérer ce qui est art ou ce qui ne l'est pas. N'oublions pas que le premier travail du musée, ça va être de créer la limite entre ce qui est art et ce qui ne l'est pas. Un artiste dont les œuvres rentrent dans le musée est incontestablement un artiste. Un artiste dont les œuvres ne sont pas dans le musée, on n'en sait rien si c'est un artiste ou pas. Quel que soit le musée. Oui, quel que soit le musée, globalement, surtout en France. C'est-à-dire que les musées en France, prenez les musées nationaux. Alors après, on a une légitimité plus ou moins importante en fonction du nombre de musées et l'importance des musées. Vous avez une œuvre qui est achetée par le MoMA, oui, quel que soit, il n'y a pas de sujet. Vous êtes une œuvre achetée par un plus petit musée régional. Bon, ça fera de vous un artiste, mais pas du tout avec la même importance. Donc le premier critère, je pense, lorsque vous vous intéressez à un artiste, c'est se poser la question, en tout cas sur des artistes consacrés, c'est de poser la question de la place de l'artiste dans l'histoire de l'art. Quelle place il occupe? Alors pour ça, il faut aller dans les musées, se renseigner, lire, regarder les œuvres et regarder quelles sont les œuvres qui sont exposées, essayer de comprendre l'artiste. Une fois que vous avez une fois que vous avez fait cette démarche-là, vous allez vous rendre compte qu'il y a des artistes qui ont... donc les artistes ils occupent une hiérarchie sociale différente. Des artistes vont être plus consacrés que d'autres, et vont occuper des places plus importantes que d'autres. Je pense à Jeff Koons qui est assez mal aimé en France. Il est incontestable que Jeff Koons est des artistes les plus fondamentaux des années 80. Pour quelle raison il est mal aimé en France ? Je pense que c'est pour des mauvaises raisons. On n'aime pas, on préfère toujours Poulidor en France que le premier, dont on a oublié le nom déjà, vous voyez. Par contre, celui qui arrive toujours second, on sait très bien qui c'est. Il y a quelque chose comme ça. Il y a aussi une question assez romantique liée, je pense, au prix de l'œuvre. Je pense qu'on n'aime pas beaucoup donner un prix sur les œuvres d'art. En tout cas, c'est pas ce qu'on apprend ni aux Beaux-Arts, ni en histoire de l'art. Et pourtant, le musée est le premier à hiérarchiser. Le musée va donner une place plus importante à un artiste plutôt qu'à un autre. Le musée va considérer que Franz Sals est un virtuose, mais que Titien a du génie. Voilà, c'est comme ça. Et le musée va le valoriser, ça. Le musée va le hiérarchiser. Mais par contre, il est difficile d'avoir une lisibilité pour le visiteur du musée sur justement la valeur, puisque alors ça, c'est un autre sujet. À la différence d'une galerie, par exemple, le musée... Ça, c'est le second point. D'abord, il y a cette considération artistique, c'est quelle est la place de l'artiste dans l'histoire de l'art. Au passage, je vous le dis, c'est toujours un petit peu compliqué et c'est toujours difficile à entendre parce que le street art est quelque chose d'assez agréable, mais il n'y a pas d'artiste street art dans les musées. Donc la légitimité des artistes street art aujourd'hui, elle est très très faible. Et donc par conséquent, sa pérennité est complexe, notamment sa pérennité financière. Elle est complexe. Ensuite, il y a la valeur financière. La valeur financière, elle est établie par les galeristes, qui vont travailler avec les artistes et qui vont vendre les œuvres. Elle est établie par les marchands, qui vont acheter les œuvres ou les recevoir en consignation pour organiser leur vente. Et puis il y a les commissaires-priseurs. Les commissaires-priseurs, Adam Smith, l'économiste, parlait en son temps, faisait le lien entre la main invisible et le marteau du commissaire-priseur, puisque le commissaire-priseur, qui sont beaucoup de pays des officiers du ministère public, viennent adjuger une œuvre, c'est-à-dire qu'il y a une salle des ventes, il y a un tableau qui passe en vente, et le marteau du commissaire-priseur vient fixer un prix et vient donner précisément une valeur financière sur une œuvre. Alors on va considérer que le commissaire-priseur donc le prix est transparent, que l'offre a été présentée à un grand nombre ou plus grand nombre, et donc on va avoir une valeur dite de marché. Donc Adam Smith, c'était la main invisible, et donc c'est la main invisible du commissaire-priseur qui donnerait exactement le prix de l'œuvre. Petite anecdote comme ça sur Adam Smith qui s'est penché sur la question de la rentabilité des œuvres d'art. Il avait considéré qu'une œuvre qui était achetée et qui était revendue, la plus-value était finalement le prix du plaisir. Voilà.
Il a pricé le plaisir en disant que vous avez acheté 100, vous avez vendu 110 et donc vous avez bénéficié d'un plaisir qui valait 10. D'accord. Alors, ça pose un problème assez simple qui est lorsqu'on perd de l'argent, est-ce que ça veut dire qu'on s'est fait chier? Ouais, c'est ça, qu'on n'a pas eu de plaisir. On n'a pas eu de plaisir. C'est pour la petite anecdote, pour ça. Comme quoi même les grands économistes parfois pouvaient dire des sottises. Pas vraiment très rationnel. Non, pas toujours très rationnel, mais qui montre aussi la difficulté, d'abord le goût des économistes de se pencher sur ce marché et souvent leur incapacité lorsqu'ils ne connaissent pas ce marché à se positionner. Donc je vous disais que le prix d'une œuvre, elle évolue au carrefour des institutions culturelles et des institutions financières. Donc les institutions financières vont fixer un prix et les institutions culturelles vont créer de la légitimité. Aujourd'hui, un musée, pour nous, va faire office de prescripteur de la valeur. Il va donner de la légitimité, c'est très important. Un artiste qui est consacré par l'histoire de l'art, eh bien, c'est un artiste incontestablement. Donc une fois qu'on a acheté une œuvre d'un artiste, on veut savoir, ou on s'intéresse à une œuvre d'un artiste, on veut savoir son prix. Et donc dans ce cas-là, on va regarder ses résultats de vente aux enchères. Aussi simplement. Vous prenez... Sur des sites comme Artsy... Ouais, comme ArtPrice, comme Artnet, ouais. comme Interenchères, etc. Comme Auction, etc. qui sont finalement des agrégateurs. Les prix sont publics. Alors, il y a un abonnement à régler, mais sinon, les prix sont publics. Et à partir de là, eh bien, vous pouvez taper Andy Warhol, vous pouvez isoler le terme flowers, et vous allez voir que des fleurs de Warhol réalisées entre 64 et 65, où Warhol a fait quasiment 2700 fleurs. Donc, ça veut dire que nous, on a un track record depuis les années 60 des fleurs de Warhol qui sont passées en vente aux enchères. Il y en a eu des centaines. Et de leur évolution. Et de leur évolution, exactement. C'est le track record qui nous permet de dire voici l'évolution des prix à travers le temps de Warhol. Mais un track record sur 70 ans, c'est énorme. Ouais, c'est clair. Donc nous, ça nous donne une visibilité qui est assez précise en réalité d'abord du prix. Pourquoi ? Parce que ce sont des œuvres qui sont très interchangeables. Une fleur de Warhol vaut le prix d'une autre fleur de Warhol, qui vaut le prix d'une autre fleur de Warhol, etc. etc. Du coup, lorsqu'on va se renseigner lorsqu'on va rencontrer une œuvre comme celle-ci, eh bien, on sait qu'on a affaire à un artiste international, donc ça va nous sécuriser. On sait qu'on a affaire à une œuvre qui est représentative de l'artiste. Tout le monde connaît Fleur de Warhol. En tout cas, on a déjà vu quelque part, même sur un coussin. Hein, c'est tellement des images tellement presque d'Épinal, comme on a vu les artistes impressionnistes sur des boîtes de palais bretons. Et puis, on a un prix. Et dans ce marché, eh bien, il y a, il me semble-t-il, deux façons de gagner de l'argent, et là c'est très important. Soit vous spéculez sur les marchés à venir, soit vous battez le marché à l'achat. Donc quand la pièce vaut 100, soit vous espérez que ça continue et vous anticipez le marché à augmenter, et il y a des grandes chances que ce type de pièce continue d'augmenter en valeur, soit vous l'achetez à 70 quand ça vaut 100. Et là vous avez déjà gagné, ce qui vous permet de revendre plus rapidement. J'ai souvent l'habitude de dire, ça m'amuse de dire ça, qu'un placement long terme, c'est souvent un placement court terme qui a foiré. Ça peut le devenir. Ouais. Ça peut le devenir. Un galeriste qui achète une œuvre d'art et qui va dépenser plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros pour immobiliser sa trésorerie, oui, c'est un investisseur comme vous. Et lui, donc, il peut vous vendre du plaisir, mais il vend aussi un placement. Ne serait-ce qu'il va gérer son propre placement puisqu'il a immobilisé de l'argent. Et donc, cette personne qui immobilise de l'argent a besoin de faire une plus-value et donc soit spécule sur les marchés à venir, ce qui est possible, soit essaie de bien l'acheter. Et la meilleure façon, c'est de bien acheter. Et ça, c'est ce que tu fais du coup ? Nous, notre boulot, c'est de bien acheter pour pouvoir bien revendre, effectivement. Où c'est que je peux acheter justement de l'art ? Alors, les endroits où on peut acheter de l'art, il y a les sociétés de vente aux enchères. Vous avez des internationales comme Sotheby's, comme Christie's. Vous avez la parisienne Arcurial. Et puis, vous avez Drouot pour des œuvres qui vont être globalement plus classiques, on va dire, plus modestes en termes de prix et plus classiques. Vous pouvez acheter des œuvres d'art dans les galeries. Et chez les marchands. Est-ce que c'est une bonne idée ? Alors c'est une très bonne idée parce que ce sont des gens qui ont une expertise très précise. C'est-à-dire que si vous allez acheter des œuvres de Alan McCollum à la Galerie Mitterrand, eh bien personne sur Terre connaîtra mieux Alan McCollum que la Galerie Mitterrand. Ils vous en parleront extrêmement bien, ils connaissent ça par cœur, avec avec un choix également. Lorsqu'une pièce passe en vente aux enchères, si c'est pas la bonne couleur, eh bien il faudra attendre la prochaine pièce en espérant que ce soit la bonne couleur. Quand vous allez chez Gagosian et que vous voulez des fleurs de Warhol, eh bien, oui, vous allez avoir le choix. Mais le choix, ça se paye.
Ouais, voilà, c'était ma question. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que je surpaye un peu l'artiste dans une galerie? Euh, la galerie, c'est son métier, évidemment, hein, tu viens de le dire, de faire des marges, et de gagner sa vie, c'est normal. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions pour justement battre le marché, comme toi Alors, tu le fais? il ne faut pas considérer que lorsque... Alors d'abord, c'est possible de faire des bonnes affaires en galerie, il n'y a pas de problème avec ça. Il est évident que les galeristes, leur métier, c'est de valoriser les œuvres un maximum. Donc lorsqu'ils achètent une œuvre, eh bien, ils ont envie de vous le revendre le plus cher possible. C'est assez logique, hein, comme un marchand de biens, il va acheter, il va revendre, il veut valoriser, et donc il va entamer une négociation avec vous. Ce qui n'empêche pas la personne qui l'achète de faire une bonne affaire. Donc on peut négocier un prix qui est affiché comme quand j'achète un appartement, quoi. Oh, c'est presque un usage, ouais. C'est presque un usage. C'est obligatoire alors. Alors c'est pas obligatoire et ça sera même assez dur d'ailleurs sur des jeunes artistes qu'on appelle des hot cakes qui sont extrêmement demandés à travers le monde. Pour certains artistes, négocier c'est déjà avoir perdu la pièce, quoi. Et comme il y a très peu d'offres par rapport à la demande, vous avez même parfois un second marché. Ce qu'on appelle second marché, c'est des œuvres qui sont achetées et revendues, qui va être supérieur au premier marché, c'est-à-dire à des galeristes qui vont vendre directement les œuvres dont ils se sont sourcés chez l'artiste directement. Ce qui est toujours un petit peu fascinant, mais ça montre aussi qu'on a un marché qui est très dynamique. Non, on peut faire des très bonnes affaires chez des galeristes et chez des marchands, mais attention, leur travail n'est pas tout à fait le même que celui de la vente aux enchères. Vente aux enchères, ils donnent une fourchette d'estimation et puis ensuite on laisse faire le marché. Le galeriste ne vous vend pas tout à fait la même chose. Et lorsque vous achetez une œuvre chez un galeriste, en fait, ça tient à votre besoin, à votre demande. Les œuvres sont échangées, achetées, amoncelées, vendues pour 3 raisons principales qui sont les services qu'elles apportent à leurs clients, enfin à leurs propriétaires, pardon. Elles sont achetées pour des raisons artistiques, mais également pour des raisons sociales et aussi pour des raisons financières. Donc la personne qui va acheter chez un galeriste, chez un marchand, il ne faut pas oublier qu'on a affaire probablement à un collectionneur. Et cette personne qui est collectionneur, elle n'achète pas qu'un placement. Et qu'est-ce que tu entends par social? Quand vous avez un Warhol chez vous, ça se voit à 50 mètres. Hein. Ok, donc c'est vraiment l'idée de briller, ou en tout cas de se faire plaisir à soi-même et de le montrer aux autres, c'est ça quand tu dis placement? Oui. Je veux dire, la fondation Louis Vuitton, elle ne s'appelle pas Bernard Arnault, elle s'appelle Louis Vuitton. Après, c'est une question d'échelle. Donc nous, on va rester sur le artistique. Alors non, alors fait artistique et financier, non, c'est pas tout à fait parce que quand on a un beau tableau chez soi, c'est mieux que se meubler en Ikea, quoi. Et être meublé en Ikea et avoir un beau tableau, c'est compatible ou pas? Oh, tout est compatible, surtout aujourd'hui, ouais, c'est compatible. Moi, ma cuisine, c'est une Ikea. Ma cuisine aussi. Ok. Bon, et du coup, donc troisième chose, placement financier. Donc là, on n'est pas du tout finalement sur la même catégorie que les collectionneurs, au final, avec des intérêts différents, mais pourtant le marché c'est le même en face, ou pas? Oui, le marché c'est le même, mais la personne qui va acheter à la fin ne va pas être la même. C'est-à-dire que le collectionneur, ou en tout cas le prix ne va pas être le même. C'est-à-dire que le collectionneur pourra s'éclater sur une œuvre. Moi, je suis collectionneur d'œuvres de Michaud, par exemple. J'ai des dessins mescaliniens entre 1950 et 1955. S'il y a un dessin mescalinien de 52, 53 et 55, mais j'ai pas celui de 54, je sais que je serais d'accord de le surpayer parce que tout simplement j'en ai pas. C'est le principe du collectionneur. Voilà, c'est le principe du collectionneur parce que ça a du sens au sein de sa collection. Et on comprend ça très bien, nous sommes gestionnaires de patrimoine, on comprend que les œuvres évoluent dans un marché, mais que ces œuvres s'intègrent dans une collection et ces collection s'intègre dans un patrimoine global. Donc on n'a aucun problème à dire à un client, achetez cette pièce, ça a du sens au sein de votre collection, mais vendez cette pièce parce que le marché est haut, c'est le moment de vendre et je sais que votre fils qui va s'installer à Londres a besoin va vous coûter cher pour l'année prochaine. Ouais, donc ça va assez loin aussi dans l'accompagnement finalement, à la sortie aussi. Oui, alors à la sortie, Pas qu'à l'entrée. notre relation avec notre client ne s'arrête pas lorsque le client a acheté la pièce. Au contraire, elle implique un suivi encore plus important et le client est suivi jusqu'à ce qu'il vende son œuvre. Mais généralement, lorsqu'il vend son œuvre, il a bien vendu son œuvre. Et donc, un client qui a acheté, qui a revendu et qui a gagné de l'argent,
C'est un client satisfait, c'est un client qui revient, c'est un client qui nous recommande et en fait la relation continue et la relation est pérenne. Est-ce que tu crois qu'il faut que je vende mon œuvre aujourd'hui? Alors très personnellement, j'adorerais l'acheter parce que je l'adore. Si tu veux la revendre, tu la revendras avec un bénéfice. Il faudra, je pense, à peu près 3 mois pour organiser la cession avec un gain, c'est incontestable. Je pense pas beaucoup plus. Je pense que le marché de Jonathan Lasker est un marché qui est encore en devenir, donc je pourrais te conseiller un petit peu de le garder si tu veux le valoriser davantage. Par contre, tu vas avoir un TRI assez intéressant parce que tu l'as acheté il n'y a pas si longtemps et tu gagnerais bien d'affi. Aujourd'hui, une des difficultés qu'on rencontre, et là c'est aux collectionneurs auquel je parle, auquel je m'adresse, c'est qu'il va falloir du coup, tu vas te retrouver avec un trou dans ton mur et tu vas vouloir acheter un tableau et il va vouloir acheter un tableau qui te plaise autant que celui-ci. Et c'est là que c'est toujours difficile. En fait, c'est comme quand tu achètes une maison avant d'avoir vendu la tienne. Oui. Voilà, tu es toujours un petit peu entre deux eaux parce qu'au final, tu t'es déjà projeté, mais tu n'as pas fait le deuil de l'ancienne. Tu n'as pas non plus soldé financièrement s'il te faut un besoin pour faire la culbute, tu n'as pas pris ta marge. Donc au final. Sauf que tu as le pré-relais qui court et qui coûte Voilà. une caisse. Mais pour l'immobilier, mais c'est pareil, voilà. c'est très proche. Oui, effectivement, c'est très proche. Pour moi, c'est presque plus facile de travailler avec des clients qui sont investisseurs, je vais dire, quasiment purs, parce que le rapport émollient, le rapport sensible à l'œuvre est assez éloigné. Donc, c'est presque moi qui viens projeter mes pulsions d'acquisition sur mes clients. Et donc, finalement, c'est celui que ça déchire le plus de revendre la pièce. Finalement, c'est moi. Mais je suis heureux d'avoir un client qui est satisfait. On est une jeune société qui existe depuis 2013. On compte quasiment 250 clients. L'année dernière, on a fait 10 millions d'euros de transactions. On a à cœur d'avoir une société qui va continuer à croître de manière importante. Et donc, oui, s'il faut faire tourner les pièces, on le fait parce qu'on vient répondre favorablement à des besoins de clients qui diversifient, bien sûr. Après, ce que tu dis, moi, je le partage. Hein. C'est pas que ton avis que du coup, tu rejettes sur l'œuvre que j'ai achetée, notamment. Mais d'ailleurs, on le disait tout à l'heure hein, avant d'appuyer sur le bouton, mais je me suis attaché à cette œuvre, en fait, qui au départ, effectivement, était un placement financier. Et plus je la regarde, c'est ce que je te disais tout à l'heure, et plus je l'apprécie, et plus je me dis, je vais avoir du mal à m'en séparer. Et c'est là où il faut bien mettre le curseur entre le cœur et la raison, parce que peut-être. Alors ça, c'est mon boulot. Voilà. Ça, c'est mon boulot. Et lorsque on fait acheter une pièce, pardon, je te coupe, mais parce que c'est très important ce que tu dis, c'est qu'il faut bien étudier les objectifs dès le départ. La bonne nouvelle, c'est que tu aimes ta pièce et tu es content aujourd'hui, mais si tu as besoin de la revendre, j'ai aucun problème à te la ressortir. Tu as 2 temps, 3 mouvements, tu récupères ta pièce, tu récupères ton cash et une plus-value sur cette œuvre. Si tu avais acheté une pièce, prends l'exemple du Michaud, tu veux le Michaud de 1954, tu l'achètes, tu l'as surpayé, je vais dire désolé, en fait, ça va être très compliqué de récupérer ces billes sur ce tableau-là, sur cette pièce. Mais il faut que je fasse le deuil de cette œuvre pour en avoir une autre, et donc du coup, il faut que tu m'en trouves une autre pour que je puisse la remplacer. Mais en fait, je serais tenté, tu vois, si tu m'en trouves une autre, de la mettre à côté. Ouais, et pas de la remplacer. C'est ça le truc. C'est qu'en fait, j'ai l'impression que je suis tombé dans une espèce d'engrenage un peu passion. On sait très bien que la passion et la raison, ça fait pas toujours bon ménage. Non, mais nous, on est là pour donner de la visibilité et le savoir pour nos clients. Tu pourras pas venir me l'enlever du mur. Non, je peux pas te l'enlever du mur, mais par contre, je peux t'apporter, je peux quasiment te garantir que le jour où tu veux te revendre cette pièce, je saurais te la revendre et te la revendre correctement, si tu veux, dans de bonnes conditions. Moi, ce que j'ai besoin, ce qui serait compliqué, c'est que tu me dises l'inverse, c'est que tu me dises, en fait, moi, je veux absolument cette pièce, coûte que coûte, quoi qu'il en coûte. Je te préviens, je te dis attention, tu vas surpayer de 40% de cette œuvre. Tu me dis, je la veux absolument, tu l'amènes chez toi, tu me dis que la personne avec qui tu vis déteste cette pièce, tu veux absolument la revendre, et tu me dis, j'aimerais bien récupérer mes billes et l'intégralité de ce que je vais payer. Et je vais te dire, non, désolé, parce que c'était pas la mission de départ. Si tu as pour objectif de conjuguer placement et passion, c'est possible. Si tu veux faire du placement pur et tu tombes amoureux de ta pièce, c'est fantastique. Mais pour moi, ça ne m'empêche pas le fait que le jour où tu as besoin de moi pour la ressortir, en fait, je te la ressors, cette pièce, sans problème. Et d'ailleurs, il y a des chances que si tu veux garder cette pièce-là dans un délai assez court terme, je te rappelle en te disant, tiens, tu as potentiellement fait une culbute de temps sur cette œuvre, est-ce que tu veux la revendre? Et on retrouvera un autre truc derrière. Donc oui, effectivement, et ça fait partie du suivi, de l'accompagnement, et ça fait partie de cette valorisation qui est régulière et de visibilité qu'on apporte à notre clientèle, bien sûr.
Et du coup, je pense qu'on peut rester sur cet exemple qui est assez personnel, du coup, mais qui peut correspondre à pas mal d'investisseurs qui nous écoutent. Mais pas la majorité de mes clients, pardon. Pas la majorité de mes clients qui vont se retrouver être des investisseurs, je vais dire, purs, qui peuvent garder un petit peu la pièce ou qui peuvent organiser leur session rapidement après. Alors, pour ces investisseurs-là aussi, du coup, purs, à quelle sauce on est mangé au niveau fiscal là-dessus? J'aimerais te répondre et à nos auditeurs en deux façons, en deux temps, pardon. La première, c'est de dire que la fiscalité reste et demeure une variable d'ajustement. C'est-à-dire que ça doit être la cerise sur la crème du gâteau. Si vous n'avez pas fait fouetter la crème et qu'elle n'a jamais monté, en fait, il n'y aura jamais de cerise. Donc, ce que tu veux dire, pour les gens qui font pas trop de pâtisserie, c'est que du coup, ça doit pas être le moteur. Non, ça doit pas être le moteur. On se retrouve à l'époque, moi j'ai commencé à travailler encore l'ISF, et les gens me disaient, bah, tiens, je veux acheter des œuvres d'art pour sortir de l'assiette taxable de l'ISF. Ok, l'ISF, 1,3 million, vous avez 1,8 million de patrimoine. Vous êtes sûr que vous voulez acheter 500 000 euros d'œuvres d'art pour économiser 10 000 euros par an? C'est ça que vous êtes en train de me dire? Ben non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, mais intellectuellement, il y a beaucoup de gens qui me disent, bah non, psychologiquement, c'est compliqué de payer un impôt sur un patrimoine alors qu'ils ont déjà payé de l'impôt, ils en payent à tous les endroits, ça les embête. Donc je comprends ça, mais on est là aussi pour dire, bah non, désolé, c'est pas la bonne façon de faire. Et pour ceux qui sont pas fans de pâtisserie, eh bien, ce que j'essaie de vous dire, c'est que la fiscalité est intéressante, mais il faut d'abord avoir bien acheté. Et que si on a bien acheté, on a déjà revendu. Et si on a bien revendu, en fait, la fiscalité viendra après, mais on a créé du bénéfice. Vous voyez, c'est un peu l'exemple du Pinel dans l'immobilier, c'est-à-dire que c'est pas une mauvaise idée, mais si on veut faire un Pinel coûte que coûte, bah, y a des grandes chances qu'on se plante parce que on aura surpayé le bien à pas au bon endroit. Alors qu'en fait, bah, on a pu faire un Borloo, un Cellier, un Pinel, un Robien, enfin, tout ce que tu veux, qui pouvait être au bon endroit, au bon prix. Et dans ce cas-là, en fait, la fiscalité était une super bonne nouvelle. Mais ça ne doit pas être le seul élément moteur de la transaction. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Ouais, non, mais que ce soit pas le moteur, effectivement, c'est pas le cas. En plus, je pense qu'on est vraiment dans un univers, pour le coup, où il y a un vrai, on l'a dit, hein, pour certaines personnes, un vrai affect, qui peut-être d'ailleurs n'est pas là au départ, mais peut arriver plus tard. Et effectivement, comme tu dis, mais c'est comme un immobilier, finalement, la plus-value, elle se fait à l'achat. Très proche, ouais. Elle se fait à l'achat. Bien acheter, c'est déjà bien vendre demain. Et se donner une certaine liquidité, en tout cas, sur son patrimoine. Et donc, la fiscalité, Et donc la fiscalité, au moment de la cession, le client particulier qui revendra a un choix fiscal entre, c'est un impôt d'abord qui est déclaratif, c'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec son impôt sur le revenu. Il revend sa pièce, il paye son impôt sur le revenu, aucun problème. Il n'y a pas d'impact sur son impôt sur le revenu. Et au moment de la vente, il a un mois après le paiement, pour honorer sa fiscalité de manière déclarative. Quand tu dis que ça n'a pas d'impact, ça veut dire que ça ne va pas venir augmenter, ou par exemple, son revenu net fiscal de référence, Tout et donc lui faire changer de TMI, par exemple, de tranche marginale d'imposition. Pas du tout. C'est un impôt qui est lié à la pièce. Et donc, au moment de la vente, le client a le choix entre soit s'acquitter d'une taxe forfaitaire, qui est de 6,5% du prix de vente, soit de s'acquitter de la fiscalité des valeurs mobilières, de la plus-value sur les valeurs mobilières, qui est de 36,2% sur le bénéfice. Vous achetez 100, vous vendez 200, soit vous payez 36,2 sur les 100 de marge, soit vous payez 6,5 sur les 200. En l'occurrence, vous faites le calcul, vous voyez que c'est mieux dans ce cas précis de payer 6,5 sur les 200, et donc vous allez payer 12-13 d'impôts et mettre 87 dans votre poche, net d'impôts. Si je choisis du coup d'être mangé à la sauce plus-value uniquement et pas sur les 6,5, oui. Il faut que je justifie de mon prix d'achat. Exactement, et donc on apporte une facture d'acquisition, ce qui sous-entend que si vous n'avez pas de facture d'acquisition, ce qui est tout à fait possible, c'est-à-dire qu'un artiste vous a donné une œuvre, vous n'avez pas de facture d'acquisition, on vous a transmis une œuvre à la main, eh bien vous n'avez pas de facture d'acquisition. Vous avez une œuvre qui est dans votre famille depuis toujours, elle n'est pas intégrée, elle n'a pas été intégrée dans les donations ou dans les actes notariés. Bon, bah, en fait, à ce moment-là, vous allez payer 6,5. Et vous pourrez même faire une
moins-value potentiellement. C'est-à-dire que cette pièce, vous l'avez achetée il y a des années, vous n'avez plus la facture d'acquisition, vous vendez avec une perte, vous payez quand même 6,5 sur le prix de l'œuvre parce que vous ne justifiez pas de la facture d'acquisition. Et si on fait une moins-value en justifiant une facture, est-ce qu'on peut imputer cette moins-value de future plus-value? Non. Elle n'est pas reportable. Non. Ok, dommage. Ouais, dommage. Ok. Bon, c'est vrai que sur l'immobilier, par exemple, on n'a pas ce souci-là parce que toutes les transactions sont centralisées par la chambre des notaires au final, et il y a toujours une trace historique du coût d'achat et du coût de revente. Donc personne ne peut dire. Les œuvres d'art c'est un bien meuble fiscalement. C'est-à-dire que c'est comme votre montre en fait, comme la montre, comme un lingot. Mais il n'y a pas de centralisation. Il n'y a pas de centralisation, donc il n'y a pas d'historisation obligatoire en fait de chaque acquéreur et de chaque détenteur d'une œuvre, quoi, comme on peut l'avoir sur une maison. Et c'est ce qui fait qu'on a cette taxe de 6,5 qui peut venir se mettre. Okay. Exactement. Ok, très bien. Qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme conseil, même si on arrive à... Comme conseil, si je dois récapituler un petit peu et donner conseil, c'est que si vous positionnez en qualité d'investisseur, intéressez-vous à la sécurité de votre actif, à son degré de liquidité, à son potentiel de rendement, que vous avez deux façons d'acheter, soit spéculer sur les marchés à venir, soit bien acheter. Et battre le marché à l'acquisition. Donc si vous achetez une œuvre représentative d'un artiste important et que vous l'avez payé moins cher que le prix du marché, en fait vous avez déjà gagné. Si je peux vous donner quelques chiffres, il y a quasiment 85% des œuvres qui intègrent le stock d'une galerie, donc qui agissent en qualité d'investisseurs sur leurs artistes, qui sortent du stock de la galerie dans les 2 ans. Ce qui fait que, en fait, on a affaire à un placement assez court terme, en fait, même pour les galeristes, alors que c'est des biens de meubles. J'aime bien comparer les œuvres d'art à des placements immobiliers ou des placements financiers. C'est évidemment beaucoup moins liquide qu'un placement financier, mais ça l'est beaucoup plus qu'un placement immobilier. Les œuvres d'art évoluent sur un marché très international. Warhol, vous les changez à Paris, à Londres, à New York, à Tokyo ou à Nogent-le-Rotrou. C'est tout à fait possible. Il y a un Jonathan Lasker dans le sud de la France. Voilà, c'est possible. Ah ouais. Ouais. Il y a un très beau tableau. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible. Et en même temps, on a un bien meuble qui apporte une sécurité qui est, il me semble, parfois et souvent plus rassurante que des placements financiers avec une volatilité plus importante. Donc vous avez vous avez un marché qui est à la fois international et qui est plutôt rassurant parce que plutôt tangible et donc avec peu de volatilité. C'est pas mal et ça en fait un intermédiaire assez bien entre de l'immobilier et du financier. Ce que je trouve quand même après compliqué dans ce marché, contrairement à un marché de l'immobilier, alors peut-être parce que déjà je connais bien mieux le marché de l'immobilier, mais même en dehors de ça, je me dis sur le marché de l'immobilier, on a quand même pas mal d'indicateurs publics, pas mal de choses. C'est des marchés très localisés, donc on arrive vite à se faire une idée. Sur le marché de l'art, moi honnêtement, avant de te contacter, j'étais vraiment complètement perdu. Maintenant, j'y vois un peu plus clair. J'ai eu la chance en plus de visiter la FIAC, donc la Foire internationale à Paris avec toi. Ça m'a vraiment ouvert les yeux sur pas mal de sujets. J'en apprends tous les jours. Mais ça reste un monde hyper à part quand même. Alors, il est à part, mais comme la musique punk est destinée à un marché à part. Oui, mais tu mets rarement ton argent. Tu mets rarement ton argent. Non, tu mets rarement ton argent, mais encore une fois, si j'invite à ceux qui s'amusent, ceux qui nous écoutent encore jusque-là à taper Andy Warhol, Flowers et à regarder Internet, vous avez 2700 fleurs qui sont quasiment les mêmes. Vous ouvrez les catalogues raisonnés des artistes et vous voyez qu'il y a énormément de pièces qui sont très interchangeables. En fait, depuis les études sur la théorie de la concurrence monopolistique de Chamberlain, on sait que les œuvres d'art ne sont pas des biens qui sont purement uniques. A priori, elles le sont, mais ce qu'elles apportent à leurs propriétaires peuvent être relativement interchangeables une pièce avec une autre pièce. Ça veut dire qu'on peut aimer Yves Klein, aimer un monochrome bleu de Yves Klein, mais en réalité, un autre monochrome bleu de Yves Klein pourrait faire l'affaire également. Et donc, il y a des résultats de vente. Moi, je pense que j'ai plus de résultats de vente aux enchères sur des œuvres de Warhol par an qu'il y a d'échanges Boulevard Haussmann à Paris ou rue de Prony, immobilier.
je pense que j'ai beaucoup plus d'œuvres de Warhol qui passent en vente aux enchères. Donc mon prix en fait sur des œuvres de Warhol va être pour moi beaucoup plus facile à pricer, beaucoup plus justement que d'avoir un prix au mètre carré rue de Prony ou boulevard Haussmann. En fait, c'est parce que tu n'as pas accès à ces informations-là, ou parce que le public a peu accès à ces informations-là. Mais lorsque on vient regarder et mettre le nez dedans, en fait, on se rend compte que une œuvre de Warhol, c'est une œuvre de Warhol. Et je pense que c'est des fleurs de Warhol. Alors effectivement, là où c'est un petit peu plus difficile, c'est que, mais comme dans l'immobilier, il peut y avoir un pédigré. Si ça a appartenu à quelqu'un d'important, si la pièce est en meilleur état, si elle est un petit peu plus désirable, parce que les couleurs sont un peu plus sexy. Mais entre deux appartements qui peuvent avoir la même configuration, une déco meilleure qu'un autre pourra faire pencher le prix un peu plus d'un côté que l'autre. Des volumes plus contigus sera moins apprécié que des volumes larges et ouverts, vous voyez. Ce que tu dis, j'entends totalement sur du Warhol, du Kunz, tu soulages, aucun problème. Maintenant, on l'a vu tout à l'heure, 93% des œuvres, c'est moins de 50 000 $. Tu disais qu'il y en avait énormément, je ne sais plus le chiffre en tête, mais en dessous de 1 000 $. 78. 78, c'est énorme, c'est énorme. Là-dedans, le track record, il est quand même moindre. En tout cas, j'ai l'impression qu'il est bien moindre. Bien moindre. Tu es quand même assez perdu. Moi, je vois, tu vois, je te prends un exemple dans mon entourage. Quand je dis, tiens, on a investi dans un tableau, voilà, bon, on n'y pipait rien, donc on s'y fait accompagner. C'était une belle expérience. En plus, je le dis en toute sincérité, tu le sais que c'est vraiment. J'ai vécu une belle expérience et je vis de belles expériences avec toi dans le cadre d'autres recherches éventuelles. Mais les mecs me disent, ah ben moi aussi, tiens, j'ai acheté un tableau. J'étais en vacances à Vence, j'en sais rien, tu vois, et j'ai acheté un tableau, je l'ai payé 8 000 €. Mais les gens ont l'impression que parce qu'ils ont payé un tableau cher, ça a vraiment une valeur sur le marché, en fait. Mais tu vois, et ça, comment tu peux t'y retrouver là-dedans? C'est difficile. Alors, quand tu es particulier et que... En fait, ce qui est étonnant, moi, ça m'étonne. Je le comprends, mais ça continue quand même de m'étonner. C'est que lorsque vous achetez, vous achetez un bien, vous posez la question de la valeur de ce bien. C'est-à-dire quand vous achetez, j'imagine, une voiture, vous dites, tiens, cette voiture, je la préférais en bleu, je la préférais en jaune, je préférais des cuirs plutôt que, du synthétique, j'en sais rien, etc. Donc, en fait, il y a un choix. On va aller chez le concessionnaire, on va commander une voiture, on va accepter éventuellement une surprime par rapport à la valeur du bien. Et on a l'habitude de dire qu'une fois qu'on a mis la clé dans le contact et qu'on est sorti de chez le concessionnaire, la voiture a perdu 30%. Ça, c'est parce que vous l'avez acheté dans un but financier, vous posez cette question. Mais si vous vouliez absolument des cuirs jaunes, en fait, vous n'avez pas énormément de choix. Vous allez chez le concessionnaire et vous choisissez. Ça, c'est un prix. Ça, c'est quand vous achetez chez le galeriste. Mais vous ne l'avez pas acheté pour des questions financières. Vous l'achetez pour d'autres raisons. Et là, je parle de ce plaisir social ou artistique. Okay. Donc là, je fais une comparaison qui, je pense, est assez parlante. Ensuite, quand vous achetez des véhicules, mettez 50 000 € dans un véhicule et en fait... il sort du garage, il en vaut plus que 40, et quand vous voyez le marché secondaire de ce type de véhicule, ça vaut 3 000 €, vous posez la question si vraiment vous allez mettre 50 000 en fait. Là, c'est la même chose. Sauf que la personne qui a mis 8 000 € à Saint-Paul-de-Vence, est-ce qu'une seule fois, il s'est posé la question de la valeur? Il y a des grandes chances que non. Alors que nous, quand on a travaillé ensemble, t'es sorti des résultats de vente aux enchères, t'as vu, t'as regardé et t'as su. Lui, est-ce qu'une seule fois, il est allé regarder ce qu'on fait tous naturellement, c'est-à-dire qu'on achète un bien immobilier, ou on s'intéresse à un bien immobilier, on va sur mètrecarré.fr et en fait on regarde à peu près combien ça vaut et on a une valeur. Est-ce que lui, il est allé taper le nom de cet artiste sur internet, sur des bases de données pour savoir combien ses œuvres s'échangeaient? Alors tu l'as ce genre d'outil parce qu'effectivement moi je l'ai, mais le client particulier n'y pense pas parce que lui, il va acheter avec une motivation qui va être artistique, intellectuelle, sociale, avant qu'elle soit financière. J'ai oublié le nom du site, mais j'étais allé sur un site, effectivement, une fois, où on te donne, grosso modo, le prix au mètre carré d'un artiste. Très similaire à l'immobilier. Le prix au mètre carré d'un artiste. Et en fonction de la taille de l'œuvre, tu peux savoir si tu achètes dans le marché ou pas. Qu'est-ce que ça vaut? Parce que j'ai l'impression que là-dessus, il y a beaucoup d'artistes locaux. Alors ça vaut pas grand-chose. Ça vaut pas grand-chose pour une raison qui est très simple, c'est que les artistes, on peut pas c'est pas des ils vendent pas de la toile au mètre carré, qu'il y a des œuvres qui sont qualitatives, d'autres qui le sont moins, et surtout il y a des périodes. On parlait tout à l'heure de Daniel Buren. Daniel Buren, ses œuvres historiques des années 60 et 70, oui, effectivement, ne sont pas de la même importance historique que les œuvres des années 90. Ça veut pas dire que les années 90 sont pas bien, ça veut dire que les œuvres des années 70 sont les plus valorisées dans l'histoire de l'art. Voilà. Donc si vraiment, vu qu'on s'adresse nous à un public d'investisseurs, si vraiment on veut bien acheter de l'art, il faut se renseigner sur le track record, oui. Vraiment voir
Quel est l'historique? Quel est le suivi? D'abord, La l'importance de volumétrie, l'artiste. l'importance de l'artiste. L'importance de l'artiste dans l'histoire de l'art. Est-ce que c'est un artiste important? Ensuite, d'aller regarder son marché. Éventuellement regarder des track records. Mais il est évident que sur des artistes qui sont jeunes, vous n'aurez pas de track record. Mais nous, on travaille 250 artistes à peu près. On ne se positionne pas sur les milliers d'artistes qui existent. On travaille les 250 ou 300 plus grands artistes du monde. Si justement il y a des auditeurs qui nous écoutent et qui ont envie d'investir dans l'art aujourd'hui et qui veulent se faire accompagner, parce que c'est certainement la majorité d'entre eux d'ailleurs, à partir de quel montant d'investissement, toi, tu es capable d'accompagner quelqu'un? À partir de 30 000 euros, on commence à travailler de manière un peu sérieuse. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas faire à moins, mais à partir de ce montant, on a des... tout simplement, et ça tient à l'internationalisation du marché et aussi à des questions d'échelle. Vous avez une œuvre, vous avez besoin de la faire encadrer, c'est 500 euros le cadre. Bon, bah, si votre œuvre coûte 3 000 euros, vous mettez 500 euros de cadre, c'est énorme. Votre pièce vaut 100 000, ça sera quand même 500 euros de cadre. Vous voyez ? C'est aussi simple que ça. Vous avez une pièce qui vient des États-Unis, il faut la shipper, il faut la transporter, l'assurer, etc. Bah, en fait, vous allez payer quasiment les mêmes prix pour une œuvre à 100 000 que pour une œuvre à 3 000. Donc, ça veut dire que si vous voulez faire une bonne affaire sur des montants qui sont faibles, si vous voulez faire une bonne affaire sur une œuvre à 3 000 euros, vous avez intérêt à acheter à 50% en dessous de la valeur de marché. Et donc, c'est très dur parce que c'est un marché très concurrentiel. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont d'accord de mettre 3 000 euros sur un tableau. Donc en fait, le marché est extrêmement suivi. Alors que sur un marché à 30 40 000 euros, on a beaucoup plus de latitude de travail. Oui, il y a moins de monde forcément en face. Il y a un petit peu moins de monde et en même temps, il est plus international. Donc c'est un petit peu paradoxal, mais il faut trouver la bonne pièce. Souvent, ce qu'on va aller observer, ce qu'on adore faire, c'est on va réarbitrer le marché. C'est-à-dire que la pièce de l'artiste américain qui va passer en vente aux enchères en Corée, ça on adore. Ça on adore parce qu'il y a des chances que la pièce passe à côté. Mais 90% du temps, les œuvres, elles font leur prix de marché. La Corée particulièrement ou l'Asie de manière générale? C'était un exemple parce que ça nous est arrivé d'acheter des œuvres d'artistes américains en plein Thanksgiving en Corée. Bon, on s'est dit que les Américains ne seraient pas là, en plein confinement. Donc la bonne affaire, elle était faite. Et la pièce a été extrêmement bien achetée. Et toi, ton modèle économique? Alors moi, mon modèle économique, il consiste à apporter une facture d'honoraires. C'est-à-dire que nous, on n'a pas de stock, on ne vend pas d'œuvres, contrairement à des marchands, à des galeristes. On vient conseiller des clients dans l'achat de leurs œuvres. On les suit pendant la durée de détention jusqu'à la cession de leurs œuvres. On apporte une facture d'honoraires de conseil à l'achat et on apporte une facture d'honoraires de conseil sur la plus-value du client. Ok. Merci beaucoup Arnaud. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose avant qu'on termine cet échange très intéressant sur le monde de l'art? J'ai hâte que tu me vendes ton Jonathan Lasker. Alors, je pense qu'il va falloir bien me l'acheter du coup parce que vraiment, encore une fois, j'y suis très attaché. Bon, c'est un super beau tableau. Le marché était bas. Il monte, il continue de monter. Surtout si on en fait la promo comme ça, je pense que je vais le garder un petit moment encore. Mais en dehors de ça, du coup, tu aurais d'autres artistes à proposer, enfin, en tout cas, sur lesquels on pourrait se positionner facilement. Il y a énormément d'artistes, je pense à des artistes des années 70-80 qui sont dans le marché, qui sont des artistes qui sont déjà institutionnalisés dans l'histoire de l'art. On a parlé de Jeff Koons tout à l'heure. Quand on regarde les artistes autour de Jeff Koons dans les années 80, il y a peut-être une dizaine d'artistes qui sont iconiques de ces générations. Je pense à des artistes comme Alan McCollum ou des artistes comme Jonathan Lasker d'ailleurs, ou bien comme Peter Halley, dont les prix sont pas du tout au niveau. Prenez un artiste comme Ron Gorshoff, pendant des années, les œuvres de Ron Gorshoff valaient 10, 15, 20, 30 000 euros. Vous payez 50 000 euros une œuvre énorme, historique, fantastique. Et aujourd'hui, ça vaut 250. Et ça a été assez rapide finalement. Je ne peux pas ne pas penser que sur des artistes comme Alan McCollum ou comme Jonathan Lasker ou comme Peter Halley, on ne va pas avoir la même direction de marché. Aujourd'hui, le record du monde chez Peter Halley, ça doit être 800 000 $ ou 900 000 $. Bon, c'est un artiste qui en vaut 3. Ça vaut 3 millions en fait, tous les jours. Tous les jours, ça devrait valoir ça. Très très bel artiste pour ceux qui aiment tout ce qui est couleur acidulée, qui a du peps, qui a de la vie. Vraiment, moi je trouve que
fait de très très belles œuvres. C'est un des artistes les plus importants. Il a fondé une galerie en 80, je crois, 83 ou 85. Il a fondé une galerie qui s'appelle International with Monument avec Jeff Koons. Sauf qu'aujourd'hui, une grosse pièce de Jeff Koons, c'est 90 millions de dollars. Alors qu'une grosse pièce de Peter Halley, c'est 900 000 dollars. Mais malgré tout, ton conseil, c'est de pas acheter la spéculation. C'est quand même aujourd'hui, même si on veut aller sur du Peter Halley ou du Lasker par exemple ou autre, d'essayer quand même de battre le marché aujourd'hui. Toujours essayer de battre le marché à l'achat, c'est un fondamental à n'importe quelle acquisition, il me semble, à n'importe quel placement. Après, il n'y a rien qui nous empêche de bien acheter des œuvres dont on a la conviction le marché est encore en devenir, ce qui nous permet là d'avoir la crème et la cerise. Merci Arnaud, si on veut te contacter. arnauddubois.com. Parfait, très simple. Merci encore. À bientôt. À bientôt. Salut, Julien. Ciao. Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori, l'épisode vous a plu. Si c'est bien le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Notez ce podcast sur Apple Podcast et Spotify en laissant un commentaire 5 étoiles. Je ne vous le répéterai jamais assez, mais c'est grâce à vous que ce podcast vit aujourd'hui et peut continuer de vivre en vous proposant un contenu toujours plus qualitatif. Merci encore, je vous retrouve très vite sur un nouvel épisode de Money Tree. En attendant, je vous souhaite la meilleure des réussites dans vos projets et un bon enrichissement. À très bientôt.